Le monde ne joue jamais franc jeu. Peu importe à quel point vous êtes honnête, quelqu'un vous trahira. Peu importe à quel point vous devenez compétent, quelqu'un de moins qualifié prendra votre place. C'est la réalité. Mais ceux qui comprennent cette réalité, ils survivent. Et ceux qui survivent, ils dominent. C'est un pouvoir que vous ne voyez pas, mais que tout le monde ressent. C'est l'intelligence sombre. L'intelligence sombre naît lorsque les gens sont trahis, humiliés et vaincus. Les autres s'effondrent, mais vous, vous tirez de la force de cette douleur. C'est une intelligence qui écoute, observe, reste silencieuse et frappe au moment parfait. Pendant que les autres se disputent, vous collectez des informations. Pendant qu'ils s'énervent, vous calculez. Pendant qu'ils se noient dans leurs émotions, vous planifiez l'avenir. La plupart des gens jouent aux dames. Vous êtes sur le point d'apprendre à jouer aux échecs. Mais avant d'aller plus loin, soyons parfaitement clairs. Cette connaissance est destinée à la protection, pas à la destruction. Utilisez-la pour vous défendre, pas pour blesser des innocents. Le but est de comprendre le jeu, pas de devenir le méchant. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 traits psychologiques qui séparent les survivants des victimes, les leaders des suiveurs, les gagnants des perdants. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires, je choisis d'être stratégiquement intelligent, pas émotionnellement réactif. Dévoilons maintenant les secrets que les puissants ne veulent pas que vous connaissiez. 1. L'opacité calculée. Vous n'êtes jamais totalement transparent sur vos intentions. Vous montrez uniquement ce qui est nécessaire. Quand les gens ne connaissent que la moitié de l'histoire, ils comblent les vides avec leur imagination. Et cette imagination les contrôle. Machiavel a dit un jour, tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu savent vraiment qui vous êtes. Pensez aux personnes les plus intrigantes que vous connaissez. Elles ne vous disent jamais tout. Elles laissent des trous dans leur récit. Elles répondent à vos questions par d'autres questions. Elles sourient quand vous attendez des explications. Ce n'est pas une question de mentir. C'est une question de communication stratégique. Dans la plupart des conversations, quelqu'un vous pose une question, et vous vous sentez obligé de donner une réponse complète. Vous expliquez vos motivations, vos peurs, vos plans. Vous pensez être honnête et construire la confiance, mais en réalité, vous donnez votre pouvoir. Les gens intelligents comprennent que le mystère crée de l'influence. Quand vous ne révélez pas tout, les gens deviennent curieux. La curiosité mène à l'intérêt. L'intérêt mène au respect, et le respect mène à l'influence. Imaginons que quelqu'un vous demande ce que vous faites ce week-end. La plupart des gens répondent « Oh, je reste chez moi, peut-être regarder des films ». C'est complètement transparent, mais aussi totalement oubliable. À la place, vous pourriez dire « J'ai quelque chose d'important à régler ». Puis changer de sujet. Notez la différence. La première réponse vous rend prévisible. La seconde vous rend intéressant. Cela ne veut pas dire être impoli ou secret sur tout. Cela signifie être sélectif sur ce que vous partagez et quand vous le partagez. Les personnes les plus réussies dans n'importe quel domaine maîtrisent ce principe. Elles révèlent juste assez pour garder les gens engagés, mais jamais assez pour perdre leur avantage. Votre information est votre monnaie. Ne la dépensez pas tout d'un coup. Quand vous pratiquez l'opacité calculée, les gens commencent à prêter plus d'attention à ce que vous dites, car ils savent que vous ne dites pas tout. Vos mots ont plus de poids parce qu'ils sont rares. Souvenez-vous, le but n'est pas d'être mystérieux pour le plaisir d'être mystérieux. Le but est de garder le contrôle sur votre récit et vos relations. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je contrôle mon récit. 2. La persona adaptative. Vous n'êtes pas la même personne avec tout le monde. Vous ajustez votre personnalité en fonction de la personne à qui vous parlez. Les gens pensent qu'ils vous connaissent, mais ils ne connaissent qu'une version de vous. Machiavel a dit, un prince doit s'assurer de ne jamais laisser échapper de sa bouche quoi que ce soit qui ne soit empreint des 5 qualités mentionnées ci-dessus, afin de paraître à ceux qui le voient et l'entendent entièrement miséricordieux, fidèle, humain, intègre et religieux. Ce n'est pas une question d'être faux. C'est une question d'être efficace. Vous le faites déjà naturellement. Vous parlez différemment à votre grand-mère qu'à vos amis. Vous agissez différemment lors d'un entretien d'embauche qu'à une fête. Vous présentez différents aspects de votre personnalité dans différentes situations. La persona adaptative prend cette tendance naturelle et la rend intentionnelle.
Chaque personne que vous rencontrez a des valeurs différentes, des styles de communication différents et des façons différentes de traiter l'information. Si vous utilisez la même approche avec tout le monde, vous vous connecterez avec certains et passerez complètement à côté des autres. Les gens intelligents étudient la personne à qui ils parlent et ajustent leur communication en conséquence. Sont-ils analytiques? Donnez-leur des faits et des données. Sont-ils émotionnels? Connectez-vous avec leurs sentiments. Sont-ils pratiques? Montrez-leur comment quelque chose fonctionne. Sont-ils des penseurs visionnaires? Peignez une vision. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence de communication. Pensez à l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. Mais elle ne perd jamais ses propriétés essentielles. C'est toujours de l'eau, qu'elle soit dans un verre, une bouteille ou un lac. Votre persona adaptative fonctionne de la même manière. Vous ajustez votre présentation pour correspondre à la situation, mais vous ne perdez jamais vos valeurs et principes fondamentaux. L'erreur que font la plupart des gens est de penser qu'ils doivent être authentiques de la même manière avec tout le monde. Mais l'authenticité ne signifie pas être identique dans chaque situation. Cela signifie être véritablement vous-même tout en adaptant votre expression pour être le plus efficace possible. Quand vous maîtrisez la persona adaptative, vous devenez quelqu'un qui peut se connecter avec n'importe qui. Les gens se sentent compris lorsqu'ils sont avec vous, car vous parlez leur langue. Mais voici l'avertissement. N'adaptez jamais au point de vous perdre. Vos valeurs, votre intégrité, vos principes fondamentaux ne doivent jamais changer. Seule votre présentation doit s'adapter. Les personnes les plus fortes sont comme des diamants. Elles ont de multiples facettes, mais elles restent une pierre solide. Laissez cette affirmation dans les commentaires, j'adapte ma communication, pas mes valeurs. 3. Le principe du détachement. Vous n'êtes pas esclave d'une relation, d'une émotion ou d'une opinion. Ce dont vous n'avez pas peur de perdre ne peut pas vous contrôler. Ce qui ne peut pas vous lier ne peut pas non plus vous manipuler. Machiavel a dit, puisque l'amour et la peur peuvent difficilement coexister, s'il faut choisir entre eux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. Le détachement est probablement le concept le plus mal compris de l'intelligence sombre. Les gens pensent que cela signifie être froid ou insensible. Ce n'est pas le cas. Cela signifie être libre. La plupart des gens sont contrôlés par leurs attachements. Ils ont peur de perdre leur emploi, alors ils acceptent un mauvais traitement. Ils ont peur de perdre une relation, alors ils compromettent leurs valeurs. Ils ont peur de perdre l'approbation, alors ils disent ce que les gens veulent entendre au lieu de ce qui doit être dit. La peur de la perte vous rend faible. La liberté face à cette peur vous rend puissant. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez rien aimer. Cela signifie que vous ne devriez pas être désespéré pour quoi que ce soit. Imaginez ceci, deux personnes négocient un accord commercial. La personne a absolument besoin que cet accord fonctionne. Elle compte dessus. Elle a déjà fait des plans en fonction de son succès. La personne B aimerait que l'accord fonctionne, mais elle a d'autres options. Elle est prête à partir si les conditions ne sont pas bonnes. Qui pensez-vous a plus de pouvoir dans cette négociation? La personne B, évidemment, parce qu'elle n'est pas attachée au résultat, elle négocie depuis une position de force. Le détachement vous donne de la clarté. Quand vous n'êtes pas émotionnellement investi à avoir raison, vous pouvez voir les situations plus clairement. Quand vous n'êtes pas désespéré pour l'approbation, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Quand vous n'avez pas peur d'être seul, vous pouvez choisir de meilleures relations. Le paradoxe est le suivant, moins vous avez besoin de quelque chose, plus vous êtes susceptible de l'obtenir. Pensez aux personnes confiantes. Elles ne sont pas confiantes parce que tout va toujours dans leur sens. Elles sont confiantes parce qu'elles savent qu'elles s'en sortiront même si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est le pouvoir du détachement. Cela ne signifie pas être négligent ou indifférent. Vous devriez toujours travailler dur pour vos objectifs et vous soucier des gens dans votre vie, mais vous ne devriez jamais être si attaché à un résultat que vous perdez votre capacité à penser clairement et à agir stratégiquement. Le détachement vous protège aussi de la manipulation. Quand quelqu'un essaie de vous menacer en vous enlevant quelque chose dont vous n'avez pas peur de perdre, sa menace n'a aucun pouvoir. La personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Pratiquez cela progressivement.
Commencez par de petites choses. Ne soyez pas si attaché à gagner chaque dispute. Ne soyez pas si attaché à être aimé de tous. Ne soyez pas si attaché à ce que vos plans se réalisent exactement comme vous l'imaginiez. En développant cette compétence, vous remarquerez quelque chose d'intéressant, les gens commencent à vous traiter avec plus de respect. Ils sentent que vous ne pouvez pas être facilement contrôlé, et cela inspire le respect. Souvenez-vous, le détachement n'est pas une question de ne pas se soucier. C'est une question de se soucier sans être contrôlé par ce souci. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je suis libre de mes attachements. 4. Le levier silencieux. Vous n'appliquez pas la pression directement, vous attendez. Quand les gens font des erreurs et deviennent vulnérables, votre présence silencieuse devient l'influence la plus lourde dans la pièce. Machiavel a dit, rien de grand n'a jamais été accompli sans danger. La plupart des gens pensent que le pouvoir est bruyant. Ils pensent qu'il s'agit de hausser la voix, de faire des demandes et d'imposer sa volonté aux autres. C'est l'heure des amateurs. Le vrai pouvoir murmure. Le levier silencieux est l'art de créer de l'influence sans dire un mot. Il s'agit de vous positionner de manière à ce que votre simple présence change la dynamique de n'importe quelle situation. Voici comment cela fonctionne, au lieu de dire aux gens quoi faire, vous créez des situations où ils veulent naturellement faire ce qui vous profite. Au lieu d'exiger le respect, vous vous rendez indispensable. Au lieu de lutter pour le pouvoir, vous faites en sorte que les gens vous le donnent volontairement. Décomposons cela avec des exemples pratiques. Dans les conversations, le levier silencieux signifie savoir quand faire une pause. La plupart des gens sont mal à l'aise avec le silence, alors ils le comblent avec des mots. Souvent, ces mots révèlent plus qu'ils n'avaient l'intention de partager. Quand vous êtes à l'aise avec le silence, vous contrôlez le rythme de la conversation. La prochaine fois que quelqu'un vous pose une question difficile, ne répondez pas immédiatement. Faites une pause. Regardez-les pensivement. Laissez le silence s'étirer pendant quelques secondes, puis donnez votre réponse. Observez comment cela change le poids de votre réponse. Dans les négociations, le levier silencieux signifie avoir des alternatives que vous n'avez pas besoin de mentionner. Quand l'autre personne sait que vous avez des options, elle négocie différemment. Vous n'avez pas à menacer de partir. Votre volonté de partir est suffisante. Dans les relations, le levier silencieux signifie être la personne qui ajoute de la valeur sans demander de reconnaissance. Quand vous améliorez constamment la vie des autres, ils veulent naturellement vous garder près d'eux. Vous n'avez pas à exiger la loyauté. Vous la gagnez par vos actions. Dans les environnements professionnels, le levier silencieux signifie devenir la personne vers qui tout le monde se tourne pour des solutions. Vous n'annoncez pas que vous êtes le résolveur de problèmes. Vous résolvez simplement les problèmes de manière cohérente jusqu'à ce que tout le monde sache qu'il peut compter sur vous. La clé du levier silencieux est la patience. Vous ne cherchez pas des résultats immédiats. Vous construisez une influence à long terme. La plupart des gens veulent une gratification instantanée. Ils veulent voir des résultats immédiats de leurs efforts. Mais le levier silencieux fonctionne différemment. Vous plantez des graines et attendez qu'elles poussent. Vous faites des investissements et attendez qu'ils rapportent des dividendes. Cela nécessite un état d'esprit différent. Vous devez être à l'aise avec la gratification différée. Vous devez avoir confiance que vos actions cohérentes créeront finalement l'influence que vous recherchez. Que se passe-t-il quand vous maîtrisez le levier silencieux? Les gens commencent à venir vers vous pour des conseils sans que vous les offriez. Ils commencent à chercher votre approbation sans que vous la demandiez. Ils commencent à suivre votre exemple sans que vous le demandiez. Vous devenez la force silencieuse qui façonne les résultats sans que personne ne réalise que cela se produit. Mais il y a une considération éthique importante ici. Le levier silencieux ne doit jamais être utilisé pour manipuler les gens à faire des choses qui leur nuisent. Le but est de créer des situations gagnant-gagnant où tout le monde bénéficie. L'utilisation la plus éthique du levier silencieux est d'influencer les gens vers de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour les autres. Vous ne les trompez pas. Vous les guidez vers des résultats qui servent les meilleurs intérêts de tous. Souvenez-vous, le levier silencieux n'est pas passif. Vous agissez toujours. Vous faites toujours des mouvements. Vous le faites juste discrètement et stratégiquement au lieu de le faire bruyamment et de manière évidente. Laissez cette affirmation dans les commentaires, j'influence en silence. 5. L'écho psychologique.
Vous reflétez les besoins et les peurs les plus profonds des gens. Ils pensent que vous parlez leur langue, mais en réalité, vous gagnez en compréhension et en influence. Machiavel a dit, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Car tout le monde peut voir et peu peuvent ressentir. Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu savent vraiment qui vous êtes. L'écho psychologique consiste à devenir un miroir qui reflète ce que les gens ont besoin de voir et d'entendre. Ce n'est pas une question de tromperie. C'est une question de compréhension profonde et de communication stratégique. Les gens n'achètent pas des produits, des services ou des idées. Ils achètent des solutions à leurs problèmes et la réalisation de leurs désirs. Quand vous pouvez identifier et refléter leurs véritables besoins, vous devenez incroyablement précieux pour eux. La plupart des gens sont terribles à cela parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qu'ils veulent dire au lieu de ce que l'autre personne a besoin d'entendre. Voici comment fonctionne l'écho psychologique dans la pratique. D'abord, vous devez devenir un étudiant de la nature humaine. Vous devez comprendre que chaque personne que vous rencontrez porte des fardeaux invisibles, des désirs secrets et des peurs non exprimées. Votre travail est d'écouter les indices sur ce que cela pourrait être. Quand quelqu'un parle de son travail, il ne partage pas seulement des informations. Il révèle comment il se voit, ce qu'il valorise et ce qui l'inquiète. Quand quelqu'un parle de ses relations, il montre ses schémas émotionnels et ses besoins les plus profonds. La plupart des gens écoutent pour répondre. Vous devez écouter pour comprendre. Voici un cadre pratique. Chaque personne que vous rencontrez pose 3 questions silencieuses. Me vois-tu? Me comprends-tu? Me valorises-tu? Quand vous pouvez répondre oui à ces 3 questions par vos paroles et vos actions, vous créez une connexion puissante. La technique de l'écho psychologique consiste à refléter non seulement ce que les gens disent, mais ce qu'ils veulent dire. Vous écoutez l'émotion derrière les mots, le besoin derrière la plainte, la peur derrière la colère. Par exemple, si quelqu'un dit « Je déteste mon travail », la plupart des gens pourraient répondre avec des conseils pour trouver un nouvel emploi. Mais si vous écoutez plus profondément, vous pourriez entendre qu'ils se sentent en réalité non appréciés, non stimulés ou incertains de leur avenir. Une réponse d'écho psychologique pourrait être « On dirait que tu ne te sens pas valorisé pour tes contributions » ou « On dirait que tu es prêt pour quelque chose qui te stimule davantage ». Notez la différence. Au lieu de sauter sur des solutions, vous reflétez leur expérience émotionnelle. Cela fait que les gens se sentent compris, ce qui crée de la confiance et de l'influence. La clé est de refléter la version positive de ce qu'ils expriment. Si quelqu'un se plaint d'être débordé, vous pourriez refléter son dévouement et ses hautes exigences. Si quelqu'un exprime de la frustration face à une situation, vous pourriez refléter son désir d'excellence. Cette technique fonctionne parce que les gens ont un besoin psychologique profond de se sentir compris. Quand vous démontrez que vous les voyez vraiment, ils vous font automatiquement plus confiance et valorisent davantage vos opinions. Mais voici où cela devient vraiment puissant. Une fois que vous comprenez les besoins et les peurs fondamentaux de quelqu'un, vous pouvez positionner vos idées, suggestions et demandes d'une manière qui leur parle naturellement. Si quelqu'un valorise la sécurité, vous présentez vos idées en termes de sûreté et de stabilité. S'il valorise la reconnaissance, vous présentez vos idées en termes de réussite et de reconnaissance. S'il valorise la liberté, vous présentez vos idées en termes d'indépendance et de choix. Vous ne changez pas votre message. Vous changez la manière dont vous présentez votre message pour correspondre à leur profil psychologique. Cela est incroyablement puissant dans le leadership, les ventes, la parentalité et les relations. Quand les gens sentent que vous les comprenez à un niveau profond, ils veulent naturellement travailler avec vous, vous suivre et vous soutenir. La manière éthique d'utiliser l'écho psychologique est de vraiment se soucier de comprendre les gens et de les aider à obtenir ce dont ils ont besoin. Quand vous utilisez cette technique pour servir les meilleurs intérêts des autres, elle devient un outil pour construire des relations plus fortes et plus significatives. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je reflète pour comprendre. 6. La moralité ambiguë. Vous n'êtes ni bon ni mauvais. Vous faites simplement ce qui doit être fait. Le vrai pouvoir ne vient pas toujours en noir et blanc. Parfois, il réside dans les zones grises. Machiavel a dit, puisqu'il est difficile de les unir, il est plus sûr d'être craint qu'aimé quand l'un des deux doit manquer. C'est le trait le plus controversé de l'intelligence sombre, et c'est celui qui est le plus mal compris. Soyons donc très clairs sur ce que cela signifie et ce que cela ne signifie pas. La moralité ambiguë ne signifie pas n'avoir aucune morale.
Cela ne signifie pas faire ce que vous voulez sans tenir compte des conséquences. Cela ne signifie pas blesser les gens pour avancer. Cela signifie comprendre que le monde réel est compliqué. Parfois, faire la bonne chose à court terme mène à de pires résultats à long terme. Parfois, être gentil encourage les mauvais comportements. Parfois, protéger les gens nécessite de prendre des décisions qui ne sont pas jolies. Voici la réalité, la clarté morale pure est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes avec de vraies conséquences. Prenons quelques exemples pour illustrer ce concept. Imaginez que vous êtes en position de leadership et que vous découvrez qu'un membre de l'équipe ment constamment aux clients et nuit aux relations. La chose gentille à faire pourrait être de lui donner une autre chance, de lui offrir plus de formation et d'espérer qu'il s'améliore. Mais qu'en est-il des autres membres de l'équipe qui travaillent honnêtement? Et des clients qui sont trompés? Et de la santé à long terme de l'organisation? Quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que protéger le plus grand nombre est plus important qu'être gentil avec une seule personne. Il pourrait prendre la décision difficile de retirer cette personne de l'équipe, même si cela semble dur. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'éthique pragmatique. Un autre exemple, quelqu'un vous demande un conseil sur une relation que vous voyez comme toxique et destructrice. La chose gentille à faire pourrait être d'être soutenant et d'éviter de dire quoi que ce soit de négatif. Mais quelqu'un avec une moralité ambiguë pourrait décider que la vraie gentillesse exige de dire la vérité difficile, même si cela blesse temporairement les sentiments de la personne. Le principe clé ici est de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les apparences. Parfois, l'action qui semble bonne en surface crée de mauvais résultats. Parfois, l'action qui semble dure en surface crée de meilleurs résultats pour tout le monde. Cela nécessite un type différent de réflexion morale. Au lieu de demander « quelle action me fait paraître une bonne personne ?», vous demandez « quelle action mène aux meilleurs résultats pour le plus grand nombre ?» Cela exige également de prendre la responsabilité des conséquences de vos décisions, même lorsque ces décisions sont difficiles ou impopulaires. Mais voici la distinction cruciale, la moralité ambiguë n'est pas la même chose que l'égoïsme. Vous ne faites pas ce qui vous profite au détriment des autres. Vous prenez des décisions pragmatiques qui servent le bien commun, même lorsque ces décisions sont personnellement difficiles. Ce trait implique également de comprendre que différentes situations exigent différentes réponses. La même action qui est mauvaise dans un contexte peut être nécessaire dans un autre. Par exemple, être complètement honnête peut être la bonne approche dans une relation personnelle étroite, mais cela peut être contre-productif dans certaines négociations professionnelles où une divulgation stratégique est plus efficace. Quelqu'un avec une moralité ambiguë comprend ces nuances et adapte son approche en conséquence. Le danger de ce trait est qu'il peut être utilisé pour justifier un comportement égoïste ou nuisible. C'est pourquoi il est crucial d'établir des lignes directrices éthiques claires sur ce que vous ferez et ne ferez pas, même dans des situations complexes. Ma recommandation est d'établir des limites claires pour vous-même. Quelles sont vos valeurs non négociables? Quelles lignes ne franchirez-vous jamais? Quels résultats êtes-vous prêt à assumer la responsabilité? Dans ces limites, donnez-vous la permission d'être pragmatique et stratégique, même lorsque cela signifie prendre des décisions que les autres pourraient ne pas comprendre ou approuver. Souvenez-vous, le but n'est pas d'être aimé de tous. Le but est d'être efficace et éthique dans un monde complexe où les réponses simples ne fonctionnent pas toujours. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je choisis l'éthique pragmatique. 7. L'exposition contrôlée. Vous ne révélez pas tout sur vous-même. Moins les gens en savent, plus ils supposent, et les suppositions mènent à des erreurs qui facilitent votre stratégie. Machiavel a dit, les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'une personne trompeuse trouvera toujours beaucoup de gens prêts à être trompés. Dans un monde où les gens partagent chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux, l'exposition contrôlée peut sembler démodée, mais elle est en réalité plus puissante que jamais. Quand tout le monde partage trop, la personne qui partage stratégiquement se démarque. Quand tout le monde diffuse ses pensées et ses sentiments, la personne qui garde un peu de mystère devient intrigante. L'exposition contrôlée consiste à être intentionnel avec vos informations personnelles. Il s'agit de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous et que le partage sélectif peut en réalité renforcer vos relations et augmenter votre influence. Commençons par la psychologie derrière cela. Les humains sont naturellement curieux.
Quand nous rencontrons quelque chose d'incomplet ou de mystérieux, notre cerveau essaie automatiquement de combler les vides. C'est ce qu'on appelle l'écart de curiosité, et c'est l'une des forces psychologiques les plus puissantes du comportement humain. Quand vous pratiquez l'exposition contrôlée, vous créez des écarts de curiosité qui rendent les gens plus intéressés par vous et plus attentifs à ce que vous partagez. Pensez aux personnes les plus captivantes que vous connaissez. Elles ne vous disent probablement pas tout. Elles partagent assez pour vous garder engagé, mais elles vous laissent vouloir en savoir plus. Ce n'est pas accidentel, c'est stratégique. Parlons maintenant des applications pratiques dans les environnements professionnels. L'exposition contrôlée signifie être sélectif sur les idées que vous partagez et quand vous les partagez. Cela signifie ne pas révéler toutes vos capacités d'un coup. Cela signifie garder une partie de vos connaissances en réserve pour pouvoir apporter de la valeur quand elle est la plus nécessaire. Par exemple, au lieu de montrer toutes vos compétences dès la première semaine d'un nouvel emploi, vous pourriez les révéler progressivement au fil du temps. Cela crée l'impression que vous grandissez et vous améliorez continuellement, plutôt que quelqu'un qui a atteint son apogée tôt. Dans les situations sociales, l'exposition contrôlée signifie ne pas raconter toute votre vie à tout le monde que vous rencontrez. Cela signifie partager des informations personnelles progressivement à mesure que les relations se développent et que la confiance est gagnée. Cela ne signifie pas être secret ou malhonnête. Cela signifie être sélectif et stratégique sur ce que vous révélez et à qui. Dans les négociations, l'exposition contrôlée signifie ne pas révéler toutes vos priorités et contraintes dès le départ. Cela signifie garder certaines informations en réserve pour pouvoir les utiliser stratégiquement à mesure que la négociation avance. Le principe clé est le suivant, une information révélée ne peut jamais être dérévélée. Une fois que les gens savent quelque chose sur vous, ils ne peuvent pas l'oublier. Donc, il vaut mieux pécher par excès de retenue que par excès de révélation. Mais l'exposition contrôlée va au-delà de la simple rétention d'informations. Il s'agit aussi de timing. La même information peut avoir des impacts complètement différents selon le moment où elle est révélée. Par exemple, révéler une compétence ou une réalisation particulière tôt dans une relation peut sembler de la vantardise, mais révéler la même information plus tard, quand elle est pertinente pour résoudre un problème, vous fait paraître humble et utile. L'exposition contrôlée implique également de comprendre votre public. Différentes personnes ont besoin de savoir différentes choses sur vous. Votre niveau de divulgation doit correspondre à la relation et à la situation. Vos amis proches et votre famille devraient en savoir plus sur vous que vos connaissances occasionnelles. Vos partenaires commerciaux devraient savoir des choses différentes sur vous que vos concurrents. Vos employés devraient savoir des choses différentes sur vous que vos pairs. Ce n'est pas une question d'être faux ou manipulateur. C'est une question d'être approprié et stratégique avec vos informations personnelles. Un autre aspect important, l'exposition contrôlée inclut la gestion de votre empreinte numérique. Tout ce que vous publiez en ligne, chaque commentaire que vous faites, chaque photo que vous partagez devient une partie de votre dossier permanent. Les gens formeront des opinions sur vous basées sur ces informations, souvent sans jamais vous rencontrer. Les gens intelligents sont intentionnels à propos de leur présence en ligne. Ils comprennent que leur persona numérique fait partie de leur stratégie globale pour la manière dont ils veulent être perçus et remembers. Le but de l'exposition contrôlée n'est pas d'être mystérieux pour le plaisir d'être mystérieux. Le but est de maintenir le contrôle sur votre récit et vos relations. Quand vous révélez des informations stratégiquement, vous pouvez guider la manière dont les gens vous perçoivent. Vous pouvez mettre en avant les aspects de votre personnalité et de votre expérience qui sont les plus pertinents pour vos objectifs actuels. Vous pouvez éviter d'être catalogué ou stéréotypé sur la base d'informations incomplètes. Mais voici l'équilibre que vous devez maintenir, vous voulez partager assez pour construire des connexions authentiques avec les gens, mais pas trop au point de perdre votre avantage stratégique. Les personnes les plus réussies comprennent cet équilibre. Elles sont ouvertes et authentiques dans leurs relations, mais elles sont aussi stratégiques sur ce qu'elles révèlent et quand elles le révèlent. Laissez cette affirmation dans les commentaires, je révèle stratégiquement. 8. L'obsession des résultats. Vous n'êtes pas là pour gagner des disputes ou prouver des points. Vous êtes là pour obtenir des résultats. Les gens qui se concentrent uniquement sur les résultats ne perdent jamais de temps sur des jeux inutiles. Machiavel a dit, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. C'est le trait qui sépare les amateurs des professionnels,
les rêveurs des réalisateurs, les parleurs des faiseurs. La plupart des gens se laissent distraire par des choses qui n'ont pas d'importance. Ils veulent avoir raison plus qu'ils ne veulent être efficaces. Ils veulent avoir l'air bien plus qu'ils ne veulent obtenir des résultats. Ils veulent se sentir bien à propos de leur processus plus qu'ils ne veulent atteindre leurs objectifs. L'obsession des résultats coupe à travers tout ce bruit. Quand vous êtes obsédé par les résultats, vous posez des questions différentes. Au lieu de « Comment puis-je prouver que j'ai raison ?», vous demandez « Quel résultat est-ce que j'essaie d'atteindre ?» Au lieu de « Comment puis-je avoir l'air bien dans cette situation ?», vous demandez « Quelles actions mèneront au résultat que je veux ?» Ce changement de pensée change tout. Commençons par les disputes et les désaccords. La plupart des gens abordent les disputes comme s'ils essayaient de gagner un débat. Ils se concentrent sur prouver leur point, attraper l'autre personne dans des contradictions et démontrer leur connaissance ou logique supérieure. Mais les gens obsédés par les résultats abordent les désaccords différemment. Ils se demandent « Que veux-je réellement accomplir dans cette conversation ?» Peut-être veulent-ils changer le comportement de l'autre personne. Peut-être veulent-ils parvenir à un compromis. Peut-être veulent-ils recueillir des informations sur la perspective de l'autre personne. Une fois qu'ils sont clairs sur le résultat souhaité, ils choisissent leur approche en conséquence. Parfois, cela signifie gagner l'argument, mais souvent, cela signifie quelque chose de complètement différent. Par exemple, si votre objectif est de changer le comportement de quelqu'un, prouver qu'il a tort peut en réalité se retourner contre vous. Les gens n'aiment pas avoir tort, et ils deviennent souvent plus têtus lorsqu'ils se sentent attaqués. Une meilleure approche pourrait être de les aider à arriver à la bonne conclusion par eux-mêmes. Si votre objectif est de maintenir une bonne relation tout en abordant un problème, avoir raison pourrait être moins important que de trouver une solution que tout le monde peut accepter. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les environnements professionnels, l'obsession des résultats signifie se concentrer sur ce qui fait réellement avancer l'entreprise plutôt que sur ce qui vous fait paraître intelligent ou important. Cela signifie choisir des projets en fonction de leur impact plutôt que de leur visibilité. Cela signifie prendre des décisions basées sur les données et les résultats plutôt que sur la politique et les préférences. Dans les relations personnelles, l'obsession des résultats signifie se concentrer sur la santé et le bonheur de la relation plutôt que sur qui a raison ou tort dans un désaccord particulier. Cela signifie choisir vos batailles en fonction de ce qui compte vraiment plutôt que de réagir à chaque irritation mineure. Dans le développement personnel, l'obsession des résultats signifie mesurer vos progrès par des résultats réels plutôt que par l'effort ou les intentions. Cela signifie être honnête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, même quand c'est inconfortable. Voici où l'obsession des résultats devient vraiment puissante, elle vous aide à éviter le piège de paraître occupé sans être productif. Beaucoup de gens confondent l'activité avec l'accomplissement. Ils pensent que travailler dur mène automatiquement à de bons résultats. Mais les gens obsédés par les résultats comprennent que vous pouvez travailler très dur sur les mauvaises choses et n'arriver nulle part. Ils se demandent constamment, cette activité me rapproche-t-elle de mon objectif, ou est-ce que je reste occupé pour éviter le travail plus difficile mais plus important ? Cela mène à ce que j'appelle la paresse stratégique. Les gens obsédés par les résultats semblent souvent faire moins que les autres parce qu'ils sont sélectifs sur où ils mettent leur énergie. Ils se concentrent sur les 20% d'activités qui produisent 80% des résultats. Ils n'essaient pas d'être les plus travailleurs. Ils essaient d'être les plus efficaces. Cela s'applique aussi à l'apprentissage et au développement des compétences. Au lieu d'essayer d'apprendre tout sur tout, les gens obsédés par les résultats se concentrent sur le développement des compétences spécifiques qui auront le plus grand impact sur leurs objectifs. Ils se demandent, quel est le minimum que je dois apprendre pour obtenir des résultats maximum ? Ce n'est pas une question de paresse ou de raccourci. C'est une question d'être stratégique et efficace. Voici un avertissement important à propos de l'obsession des résultats, elle peut devenir destructrice si vous perdez de vue vos valeurs et vos relations dans la poursuite des résultats. L'approche la plus saine est d'être obsédé par les résultats dans des limites éthiques. Vos résultats souhaités devraient inclure le maintien de votre intégrité, le traitement respectueux des gens et une contribution positive au monde qui vous entoure. Lorsque ces valeurs sont intégrées dans votre définition du succès, l'obsession des résultats devient une force puissante pour le bien. Un autre aspect clé de l'obsession des résultats est la volonté de changer de cap lorsque quelque chose ne fonctionne pas. La plupart des gens s'attachent à leurs plans et stratégies même lorsque ceux-ci ne produisent pas de résultats. Les gens obsédés par les résultats sont attachés à leurs objectifs, pas à leur méthode. Si une approche ne fonctionne pas, ils essaient une approche différente.
Si une stratégie n'est pas efficace, ils développent une nouvelle stratégie. Ils ne sont pas têtus sur la manière d'atteindre leurs résultats. Ils sont seulement têtus sur l'atteinte des résultats eux-mêmes. Cette flexibilité les rend incroyablement adaptables et résilients. Lorsque les circonstances changent, ils ajustent leur approche. Lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles, ils mettent à jour leur stratégie. L'objectif ultime de l'obsession des résultats est de devenir quelqu'un qui accomplit constamment des choses. Pas quelqu'un qui parle d'accomplir des choses. Pas quelqu'un qui semble accomplir des choses. Quelqu'un qui produit réellement des résultats dans le monde réel. Cette réputation devient incroyablement précieuse avec le temps. Quand les gens vous connaissent comme quelqu'un qui tient ses engagements et atteint ses objectifs, ils commencent à vous apporter de meilleures opportunités, de meilleurs partenariats et de meilleurs problèmes à résoudre. Vous venez d'apprendre les 8 traits de l'intelligence sombre. Mais la connaissance sans application ne vaut rien. Choisissez un trait qui vous a le plus marqué. Pendant les 7 prochains jours, pratiquez ce trait dans vos interactions quotidiennes. N'essayez pas de maîtriser les 8 à la fois. Concentrez-vous sur un seul. Remarquez comment les gens réagissent différemment à vous. Remarquez comment vous vous sentez lorsque vous abordez les situations avec une intelligence stratégique au lieu d'une réactivité émotionnelle. Mais souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au début. Ce pouvoir vient avec une responsabilité. Utilisez ces connaissances pour vous protéger, pas pour nuire aux autres. Utilisez-les pour créer de meilleurs résultats pour tout le monde, pas seulement pour vous-même. Le monde a besoin de plus de personnes stratégiquement intelligentes qui utilisent leurs connaissances de manière éthique. Des personnes qui peuvent voir à travers la manipulation et se protéger, ainsi que les autres, de celle-ci. Des personnes qui peuvent naviguer dans des situations complexes et trouver des solutions qui servent le bien commun. C'est le véritable but de l'intelligence sombre. Pas de devenir un manipulateur, mais de devenir quelqu'un qui ne peut pas être manipulé. Pas de gagner du pouvoir sur les autres, mais de gagner du pouvoir sur soi-même et ses circonstances. La personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la personne la plus précieuse dans une pièce est celle qui comprend la psychologie humaine et utilise cette compréhension pour améliorer la vie de tous. Quel type de personne choisissez-vous d'être? Si cette vidéo a changé votre façon de penser à l'intelligence et au pouvoir, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous voulez plus de contenu sur la psychologie, la stratégie et le comportement humain, abonnez-vous à la chaîne Pouvoir Stoïque et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire et dites-moi quel trait parmi ces 8 vous voyez chez les personnes les plus réussies autour de vous, et lequel allez-vous pratiquer en premier? Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, la véritable intelligence ne consiste pas seulement à être intelligent. Il s'agit d'être assez sage pour utiliser votre intelligence au service de quelque chose de plus grand que vous-même. Restez stratégique, restez éthique, et restez puissant.